Bon, c'est pas que ça m'enchante, mais c'est une promesse. Et une promesse, c'est une promesse. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Et d'autres proverbes du genre, vous avez compris. Il y a pas mal de temps déjà, j'avais dit au détour d'un épisode, sans doute déjà pour faire le malin, oui, on fera un épisode sur le bestiaire des particules. Putain. Bon bah voilà, aujourd'hui, le bestiaire des particules. Et alors, je sais, hein, j'ai une attitude un peu, ah quoi, ça donne pas furieusement envie, je comprends, hein, mais c'est juste que, enfin, de vous à moi, vous savez le bordel que c'est d'apprendre tous ces noms à la con, là, les fermions, les leptons, les hadrons, les bosons, les pignons, non, pas les pignons. Enfin bref, aujourd'hui donc, le bestiaire des particules, on va faire le tour du truc et on va tenter d'expliquer un peu tout ce bordel. Notamment les différentes familles, pourquoi on les regroupe en famille et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, etc. Et vous avez l'habitude, normalement, pour tout ce qui touche la physique des particules et la mécanique quantique, plus on en parle, plus on a des questions. Bon allez, générique. Bon déjà, avant toute chose, on va faire une distinction nette. Et déjà, ça va être une première surprise pour vous, hein, oui, parce que ce que je vais dire, vous croyez que vous le savez, mais vous allez voir que vous ne le savez pas. Il existe en gros deux types de particules. Les particules qu'on pourrait appeler composites, hein, qui sont composées de trucs plus petits, comme les protons et les neutrons, hein, qui sont composés de quarks. Et les particules élémentaires, qui sont composées de rien. Jusque-là, vous suivez. Et vous vous dites, bah, les particules élémentaires, c'est des particules élémentaires, hein, qui sont composées de rien. Elles sont élémentaires. Hein? Faux, putain! Non! C'est faux! Les particules élémentaires ou particules fondamentales ne sont pas des particules qui ne sont pas composées d'autres trucs. Ce sont les particules dont on ne sait pas si elles sont composées ou non d'autres trucs. C'est-à-dire qu'avec le temps, le physicien des particules il est devenu un peu prudent, oui. On était là, ouais, l'atome c'est incassable, c'est la brique élémentaire, mais couille, ouais, voilà. Donc on a cassé l'atome, on a trouvé des protons, des neutrons, des électrons. Il y a d'autres qui se sont pointés qui ont dit, ah, les protons, les neutrons, les électrons, c'est des briques élémentaires de rien du tout, c'est des briques élémentaires de ta gueule, et on a cassé les protons et les neutrons. Et donc maintenant, prudence, voilà. Quand on a réussi à casser un truc, on sait que c'était cassable, mais tant qu'on n'a pas réussi à casser un truc, on l'appelle élémentaire et fondamental, mais on garde en tête que ça veut dire peut-être. Au fait, je ne l'ai pas dit, mais cet épisode, d'une certaine manière, fait suite aux deux épisodes que j'avais fait sur l'atome, lien dans la description, hein, et donc c'est mieux de les avoir vus. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Je peux déjà absolument pas contrôler que vous n'êtes pas en train de mater cet épisode en train de chier, alors je ne vais pas non plus vous forcer à mater les vidéos dans l'ordre, hein, je veux dire, vous êtes grand, hein, enfin j'espère. Enfin, âgé, je veux dire, votre taille, je m'en fous. Enfin voilà, lavez-vous les mains quand même, parce que sinon c'est dégueu. Donc, le bestiaire des particules. Tout ce qu'on va dire dans cet épisode s'appuie sur un truc dont on a déjà parlé, mais c'est important de revenir dessus parce que c'est la base d'absolument tout. Tout ce qu'on va dire dans cet épisode s'appuie sur ce qu'on appelle le modèle standard. Le modèle standard, qu'est-ce que c'est? Le modèle standard, ou plus précisément le modèle standard de la physique des particules, c'est la théorie la plus aboutie aujourd'hui en physique pour décrire à la fois l'électromagnétisme, les interactions nucléaires faibles et fortes. C'est une théorie full compatible avec la mécanique quantique, par construction, hein, j'ai envie de dire. Bref, c'est une théorie qui décrit absolument toute la physique de l'univers, sauf la gravitation. Voilà. C'est-à-dire que dès que vous êtes à une échelle où la gravitation n'est pas négligeable, ça ne marche plus. Voilà. Il n'y a plus rien qui tourne, on en a déjà parlé. Voilà. Mais quand on ne parle pas de la gravitation, alors attention, attention. Le modèle standard, c'est grotesquement précis comme modèle. C'est un des miracles de la mécanique quantique, hein, d'ailleurs. Je rappelle, hein, on pige que dalle. Mais les prédictions qu'on fait avec les équations s'avèrent exactes avec une précision qui fait passer les horlogers suisses pour des gens peu précis. Voilà. Et le modèle standard présente les particules élémentaires dans un tableau, un peu comme le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Oui, on en a parlé de Mendeleïev. Tableau que je vous ai d'ailleurs montré dans la vidéo sur le boson de Higgs, hein, dans la description. Et ce tableau, si on le regarde, on voit plusieurs choses. Déjà, on a une séparation entre ce qui s'appelle les quarks et ce qui s'appelle les leptons. Okay. Ensuite, à droite, il y a une colonne qui s'appelle les bosons de jauge. Et puis tout seul dans son coin, il y a le boson de Higgs. Voilà. Mais comme pour le tableau périodique des éléments, il y a d'autres façons de voir ce tableau, et notamment les trois premières colonnes, qui vont être ce qu'on va appeler les trois générations de fermions. Bon, allez, on attaque. Alors, allons-y pour les grandes familles de particules.
Les quarks, qui sont les composants des protons et des neutrons, entre autres choses, on va y venir, les quarks, qu'est-ce que c'est quoi donc Et qu'est-ce qui les différencie des autres particules élémentaires Pourquoi est-ce que c'est une famille à part entière? Les quarks ont cette particularité qu'ils sont soumis à l'interaction nucléaire forte. Ce sont les seules particules élémentaires à être dans ce cas. C'est ça qui constitue cette famille. Vous vous rappelez, j'ai dit dans d'autres épisodes que l'interaction nucléaire forte, c'est ce qui faisait que les protons restaient collés entre eux malgré leur répulsion électromagnétique. C'est parce que les protons, comme les neutrons, sont constitués de quarks. Ce sont les quarks qui subissent l'interaction nucléaire forte. Et cette interaction, d'une certaine manière, marche un peu comme l'électromagnétisme, si vous voulez. C'est-à-dire en électromagnétisme, les charges positives et les charges négatives s'attirent. Là, c'est un truc un peu similaire, mais avec tout de même des différences. Déjà, la portée de cette interaction, elle est très faible, de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, soit la taille d'un noyau d'atome environ. Voilà. Et c'est sans doute ce qui explique la taille des noyaux d'atomes, soit dit en passant. Voilà, ne soyez pas cons non plus. Ensuite, il n'est pas question de charge positive ou négative ici, mais alors, du coup, de quoi est-il question? Les physiciens ont trouvé une image que je trouve vraiment, mais alors vraiment pas naturelle du tout. Vous allez voir, c'est pas du tout intuitif, en tout cas pas a priori, mais vous allez voir, ça fonctionne plutôt bien. Ils parlent de charge de couleur. Un quark va posséder non pas une charge positive ou négative, mais une charge de couleur rouge, verte ou bleue. Et je précise de suite, c'est purement une convention. Il n'y a rien de rouge, de vert ou de bleu dans l'histoire, d'accord? Là où c'est assez malin, c'est que pour que le tout soit neutre, il faut que ce soit blanc, soit un mélange des trois couleurs. Ou alors un quark et un anti-quark de la même couleur. Enfin, plutôt de l'anti-couleur associée, rouge et anti-rouge par exemple. Là, ça donne aussi du neutre. On va y venir. Vous comprenez bien que la différence avec les charges électriques, c'est qu'il y avait jusque-là une histoire de positif ou négatif. En gros, c'était tout. Là, il y a plus de possibilités pour cette charge. Mais ne perdez pas de vue qu'un quark a également une charge électrique, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est une couleur, mais également électrique. Ce qui est important de noter, et c'est même crucial, c'est qu'un quark n'existe jamais seul. On dit que c'est une particule sociable. Oui, les gars sont partis loin dans les analogies, vous allez voir, c'est pas fini, parce qu'en plus de la sociabilité du quark et de sa couleur, il y a aussi une notion de saveur. Une question que vous vous posez jamais, du coup je la pose ici, pourquoi est-ce qu'on parle de charge électrique positive et négative? Bon, elles sont opposées, donc ok, ça joue, mais pourquoi c'est l'électron qui est négatif et le proton qui est positif? On est d'accord que c'est juste une convention, On a plus l'habitude, ok, voilà, mais pour l'histoire des couleurs, c'est pareil. C'est juste une convention. Alors, je sais, c'est chelou. On a l'impression que ça rend le truc plus complexe s'il ne l'est vraiment, mais c'est pas le cas. C'est juste que ça évite de trouver des nouveaux noms, comme hyperspin, marloutage et salsifie. Voilà. On dit couleur et saveur, voilà. Et attendez de connaître leur nom, ces quarks, c'est encore pire. Donc les quarks, il en existe 6 différents. Et 6 antiquarks associés, qu'on appelle ainsi, par ordre de masse croissante. Ah oui, et juste 2 secondes, comme ça c'est fait. Les masses. Vous comprenez bien qu'à cette échelle, la notion de masse, ça ne va pas être marrant niveau unité. Donc les unités SI, le kilogramme, le gramme, vous savez, même le microgramme, c'est beaucoup trop gros. Voilà. Donc il existe une unité de masse qu'on appelle unité de masse atomique. Ça ne fait pas partie des SI, mais c'est bien précisément défini, vous inquiétez pas. Voilà. Et je ne vais pas me lancer dans la définition de ce machin, dites-vous simplement la chose suivante. Une unité de masse atomique, c'est la masse du proton, qui se trouve d'ailleurs être précisément la masse du neutron également. Voilà. Donc 1 UMA, c'est la masse du proton. Donc les 6 quarks par ordre croissant de masse, c'est up, down, strange, charm, bottom et top. Vous les voyez les noms à la con? Haut, bas, étrange, charmant, dessous et dessus? En ce qui concerne les charges électriques, les quarks up, charm et top ont une charge positive de 2/3 de E, tandis que les quarks down, strange et bottom ont une charge négative de 1/3 de E. 2/3 de quoi et 1/3 de quoi? De E. E, c'est la charge élémentaire. Quand elle est positive, c'est la charge d'un proton, et quand elle est négative, c'est la charge d'un électron. Voilà. Donc sur le tableau, la première ligne de quark, charge positive 2/3. La deuxième ligne, charge négative, moins 1/3. Propre. Et vous allez voir que tout se cale bien comme il faut au niveau charge, parce qu'un neutron, par exemple, il est constitué de 3 quarks, donc mais lesquels? Eh bien, un neutron, c'est constitué d'un quark up et de 2 quarks down. Donc, niveau charge électrique, c'est plus 2/3, moins 1/3, moins 1/3. Boum, charge électrique nulle. Un proton, quant à lui, c'est 2 quarks up et 1 quark down. Ça fait 2/3, plus 2/3, moins 1/3. Boum, ça fait E, tout pile la charge électrique d'un proton. Et là, vous allez me dire, attends Bruce, mais c'est quel quark qui est de quelle couleur? Parce que si les 3 quarks sont de couleur neutre, alors ça veut dire qu'il s'il y a 2 quarks up, par exemple, dans le proton, alors ils n'ont pas la même couleur du coup, non? Et vous avez raison, ils n'ont pas la même couleur.
La couleur d'un quark n'est pas comme sa charge ou sa masse. C'est pas une valeur intrinsèque fixe. Pour le dire un peu clairement, la charge de couleur, c'est un nombre quantique, au même titre que le spin, par exemple. Et les quarks ont une charge de couleur qui peut changer lorsqu'ils échangent un gluon. Plus tard, les gluons. Bon, là, on va compliquer un peu les trucs, vous allez voir. Un quark ne peut pas exister tout seul. On appelle ça la propriété de confinement. Un quark peut exister avec un antiquark qui a l'anticouleur associée. Donc un quark rouge avec un antiquark rouge, par exemple. Et que se passe-t-il quand un quark et un antiquark associés se retrouvent ensemble? Normalement, vous allez me dire, une particule qui rencontre une antiparticule, boum, annihilation, libération d'énergie, hop, ça dégage, non? Et bien là, non. Pas nécessairement, ça dépend de la saveur du quark. Si un quark up rencontre un antiquark up, alors là, oui, il s'annihile. Mais si un quark up rencontre un antiquark down, par exemple, il ne s'annihile pas. Combinés, ils forment ce qu'on appelle un méson. Lorsque des quarks se combinent pour former un truc, on appelle ce truc un hadron. Voilà. Les hadrons, c'est l'ensemble des particules constituées de quarks, et éventuellement d'antiquarks. Voilà. Et le mot hadron lui-même, étymologiquement, signifie fort. Comme pour l'interaction forte, bien foutu. Hein. Attendez, c'est encore mieux foutu que ça, vous allez voir. Vous savez ce que c'est le contraire de fort? Faible? Non. Mince. Et en grec, ça se dit lepton. Et regardez le tableau. Les hadrons et les leptons. Voilà. Maintenant, les hadrons sont divisés en deux sous-familles. Lorsqu'un quark et un antiquark associés, mais de saveurs différentes se combinent, on se retrouve avec un méson. Et on va noter immédiatement qu'un méson a un spin entier. La valeur numérique de ce spin est un nombre entier, c'est ça que ça veut dire. Lorsque trois quarks se combinent, on appelle le résultat un baryon, ce qui signifie étymologiquement lourd. Et encore une fois, ça tombe bien parce que l'opposé, c'est mince, c'est les leptons. Bref, les baryons, c'est ce qui constitue l'essentiel de ce qu'on appelle la matière baryonique, du coup, c'est-à-dire la matière observable, la matière classique. Et par essentiel, je veux dire l'essentiel de la masse. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'un UMA, c'était la masse d'un proton ou d'un neutron? Eh bien, un électron, c'est 2000 fois plus léger. Donc oui, l'essentiel de la masse d'un atome, c'est son noyau. Donc c'est baryon. D'où matière baryonique. Juste, pour votre culture personnelle, même si ça vous servira à rien, plus précisément, si ça vous sert à quelque chose, vous savez déjà ce que je vais dire en fait. Il n'y a pas que les protons et les neutrons comme baryons. En réalité, il pourrait même y avoir quasiment n'importe quelle combinaison de trois quarks pour faire un baryon. Je dis quasiment parce que l'espérance de vie d'un quark top est ridiculement faible. Bref. On dit que sa durée de vie est trop courte pour s'hadroniser. J'aime beaucoup cette formulation. Il n'arrive pas à s'hadroniser. Voilà. Mais sinon, on peut imaginer un baryon formé de trois quarks autres que juste up et down. Et c'est là qu'interviennent les trois colonnes du tableau. Celles que j'avais appelées les générations de fermions. Et alors, alors, les fermions, c'est les particules qui ne sont pas des bosons, en gros. Et étymologiquement, fermion, ça ne veut rien dire, ça porte juste le nom d'Enrico Fermi. Voilà, Fermi et fermion. Donc, les trois colonnes de gauche sont respectivement, de gauche à droite, la première, deuxième et troisième génération de fermions. Et donc, il y a les baryons, donc des particules composées de trois quarks, et celles qu'on connaît bien, les neutrons et les protons, sont composées exclusivement de quarks de première génération, up et down. Mais il existe des baryons composés d'un quark up, d'un quark down, et d'un quark de deuxième génération, Strange ou Charme. On les appelle les baryons lambda. Et c'est d'ailleurs en découvrant le baryon lambda 0 qu'on a mis en évidence l'existence du quark Strange. L'exposant ici 0, c'est pour la charge électrique. Voilà. Ça peut être 0 quand c'est neutre, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les cas possibles, parce que sinon ça va durer une semaine, mais disons qu'il existe d'autres types de baryons. Après les lambda, il y a les sigma qui contiennent deux quarks de première génération et un quark de génération supérieure. Et alors, pour votre culture générale, on les appelle les hyperons. Ensuite, il y a les xi qui contiennent un quark de première génération et deux quarks de génération supérieure. Et enfin, il y a les baryons oméga qui contiennent 3 quarks de génération supérieure. Si je veux être complet, il faut aussi que je parle des baryons delta qui sont composés comme les protons et les neutrons, donc 3 quarks de première génération. Et les baryons delta se désintègrent rapidement en nucléons, donc un neutron ou un proton, et un pion. T'as où tu es? Le pion, c'est le petit nom qu'on a donné aux mésons pi, le plus léger des mésons. Et c'est un des plus importants, si tant est qu'on peut classer leur importance. Le pion est constitué d'un quark up et d'un anti-quark down, et il est responsable de la liaison des neutrons et des protons dans un noyau d'atomes. C'est lui qui tient tout ça. Question, pourquoi est-ce qu'on ne voit que des protons et des neutrons? Réponse,
Parce que les autres baryons sont instables et leur durée de vie est d'autant plus courte que les quarks sont de génération supérieure. Mais, tiens, du coup, une question qu'on ne s'est jamais posée. C'est quoi la durée de vie d'un proton ou d'un neutron? Oui, parce qu'une particule élémentaire, a priori, si elle existe, tant qu'elle ne croise pas une antiparticule, elle est là et elle reste. Mais une particule composite, elle peut finir par se casser, non? Pour le proton, on estime sa durée de vie de l'ordre de 10 puissance 31 années, soit 10 000 milliards de milliards d'années. Donc on est tranquille pour un bout de temps. Et le neutron? Alors, le neutron, quand il est dans le noyau d'un atome, il est stable, ça va, il n'y a pas de problème majeur, donc on ne vient pas le faire chier. Un neutron libre, en revanche, sa durée de vie est d'environ 880 secondes, un quart d'heure. Et lorsqu'un neutron est en fin de vie, c'est l'interaction nucléaire faible qui agit et qui se désintègre spontanément en un proton, un neutron et un antineutrino. Alors plus tard, les antineutrinos. Bon. On a fait le tour des quarks? Non, il reste encore 2 trucs à voir. D'abord, déjà techniquement, il est possible de faire un genre de super baryon constitué de 4 quarks, un tétrabaryon, ou de 5 quarks, un pentabaryon. Mais ça se fait dans des accélérateurs de particules et la durée de vie du machin, c'est ridicule. Voilà. Et deuxième truc, on a dit qu'un neutron et un proton sont constitués de 3 quarks. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans un neutron, comme dans un proton d'ailleurs, on trouve effectivement ces 3 quarks, ceux qu'on a vus, mais on trouve également un paquet de paires de quarks et d'antiquarks qui pop en permanence et qui se désintègrent en permanence. Voilà. Il y avait besoin de le signaler, je pense. Voilà. Bon, les leptons. Ah merde, putain, on n'a pas parlé d'isospin. Bon, Balek. Les leptons, si vous regardez le tableau rapidement, vous allez constater un lien entre la première et la deuxième ligne. Sur la première ligne, on trouve l'électron, le muon et la particule tau, ou le tauon, ou plus simplement juste le tau. Voilà. Et sur la deuxième ligne, le neutrino électronique sous l'électron, le neutrino muonique sous le muon, et enfin le neutrino tauique sous le tau. Bon, l'électron c'est bon, tout le monde voit ce que c'est? Voilà, donc pour rappel, un électron ça a un spin de 1,5, précisément plus ou moins 1,5, c'est le cas de tous les leptons. Voilà. Mais c'est également le cas du proton par exemple. D'ailleurs, l'ensemble des particules qui ont un spin qui vaut 1,5, plus ou moins, à chaque fois, cet ensemble, c'est ce qu'on appelle les fermions. Donc c'est normal qu'on trouve les leptons pile sous les quarks. Mais si le spin est potentiellement le même, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre qui distingue les leptons? Eh bien, ils ne sont pas sensibles à l'interaction forte. Voilà. Un lepton, c'est une particule insensible à l'interaction forte et dont le spin vaut plus ou moins 1,5. C'est un fermion insensible à l'interaction forte. Vous le sentez quand même que ce tableau, c'est pas juste un bête tableau Excel qui liste vite fait les particules qu'on connaît? Je vous ai dit, c'est comme la classification périodique des éléments. Chaque ligne, chaque colonne, chaque ensemble donne des informations de ouf, c'est hyper complet. Un petit truc marrant au sujet des leptons, de la première ligne des leptons, donc l'électron, le muon, le tau, c'est la relation entre leurs masses. Il existe une équation qui s'appelle la loi de Koide, mise au point par Yoshio Koide, mais qui n'a à ce jour jamais été démontrée, et qui donne une relation entre les masses de ces particules. On l'a jamais démontrée, mais elle est putain de méga précise. On s'est d'ailleurs basé sur elle pour prédire la masse du tau, ce qui me permet de préciser qu'on n'a pas attendu de connaître les masses pour trouver une relation, parce que sinon c'est facile. Je disais donc, l'électron, vous voyez ce que c'est? Le muon, c'est exactement comme un électron à 2 détails près. Comme l'électron, particule élémentaire, charge électrique négative, spin plus ou moins 1,5, mais à la différence de l'électron, le muon est 207 fois plus lourd et il est carrément instable. Les muons, on en trouve dans la nature, notamment en haute atmosphère, lorsque les rayons cosmiques y créent des pions chargés. Vous vous rappelez les pions? Les pions chargés se désintègrent et produisent des muons dont la durée de vie est de l'ordre de la microseconde. Putain, il ne faut pas cligner des yeux, sérieux. Mais ça, c'est rien par rapport au tauon. Pareil que les autres, spin 1,5, chargé négativement, la même charge chaque fois, etc. Mais il est environ 17 fois plus lourd que le muon, soit 3500 fois plus lourd que l'électron. Ce qui veut dire qu'il n'est pas loin de 2 fois plus lourd qu'un proton, pour la petite histoire. Et sa durée de vie est ridiculement faible, de l'ordre du 10 millième de milliardième de seconde. C'est peu. 10 puissance moins 13 secondes, c'est peu. Alors juste que vous sachiez, du fait que ces éléments, le muon et le tauon, se comportent un peu comme des électrons, techniquement, ils peuvent se retrouver dans des atomes. On appelle ces atomes des atomes exotiques. Voilà. Un atome exotique, c'est un atome qui contient, à la place des éléments classiques, type proton, neutron, électron, au moins une autre particule de même charge électrique, mais qui n'est pas vraiment à sa place. Voilà. Donc on peut donc avoir un muon à la place d'un électron, ou un pion négatif à la place d'un électron également. Mais ça peut être plus tordu que ça. À la place de l'électron, on peut avoir un caron négatif, par exemple. Et alors le caron, merde. Le caron, c'est un méson. Donc vous vous rappelez un quark et un antiquark de couleur associée, mais en l'occurrence un quark strange et un antiquark up. Voilà, bref. Et là, peut-être que vous vous rappelez que j'ai
brièvement parlé il y a très longtemps du chaos neutre dans ma vidéo sur la flèche du temps. Bah là, le chaos neutre, il brise la symétrie de parité, on y cherche une des raisons pour lesquelles il y a plus de matière que d'antimatière dans l'univers. Enfin, bref, putain, c'est tellement un autre sujet en fait. Ça, c'était pour la première ligne des leptons. Il est temps maintenant de parler des neutrinos. La découverte du neutrino date de 1956, mais il a été imaginé dès 1930 par Wolfgang Pauli. CF l'épisode sur Pauli pour plus d'informations sur le sujet. Et oui, peut-être qu'au moment où cette vidéo sort, celle sur Pauli, elle n'est pas encore sortie, hein, c'est la vie, voilà. Personne ne vous a garanti que la vie était linéaire, hein, voilà. Le neutrino, donc, c'est un lepton, spin 1,5, pas d'interaction forte, tout ça, voilà. Et comme son nom l'indique, eh ben, il est neutre. Son nom semble d'ailleurs indiquer que c'est un petit neutre. Et c'est le cas. On l'a appelé ainsi pour le distinguer du neutron. En physique nucléaire, on appelle section efficace d'interaction, ou plus simplement section efficace, une grandeur physique qui rend compte de la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée. Cette grandeur est homogène à une surface, donc c'est comme si c'était une surface. En gros, et pour le dire très simplement, cette grandeur dit à quel point une particule, par exemple, va interagir avec son environnement. Et par environnement, je parle d'autres particules, mais également des champs électromagnétiques. Et le neutrino a une très faible section efficace d'interaction. Le neutrino n'interfère pas ou très peu avec la matière notamment, et est très peu interféré lui-même par la matière, ce qui le rend particulièrement chiant à détecter. Oui, parce que pour détecter un truc, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Et s'il ne se passe rien, bah vous ne savez pas s'il ne s'est rien passé parce que le truc n'a pas réagi, ou s'il ne s'est rien passé parce qu'il n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Si je dis que cet objet-là, qui ressemble furieusement à un capodastre de guitare, si je dis que cet objet me sert à repousser les tigres, je ne peux pas conclure de l'absence de tigres autour de moi que l'objet fonctionne. Hein. Vous apprécierez le fait que j'ai pris un objet à la con et pas une pierre magique à charger au soleil pour gagner au loto ou garantir le retour de l'être aimé, on s'est compris. Hein. Et alors pourquoi je parle de la difficulté à détecter des neutrinos? Parce que conséquemment, les détecteurs de neutrinos sont des usines à gaz particulièrement massives et que parmi celles-ci, il y en a une, je l'adore, je rêve de pouvoir la visiter un jour, c'est un endroit juste incroyable. Le Super Kamiokande au Japon, sous le mont Ikeno, près de la ville de Ida, à une profondeur de 1000 mètres dans une mine de zinc. Techniquement, c'est un détecteur Cherenkov à eau, le plus grand au monde. Masatoshi Koshiba, son concepteur et pionnier de la détection de neutrinos, a eu le Nobel de physique en 2002. Et comment ça marche? On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà le principe. À 1 km sous la Terre, donc on est loin des rayons cosmiques et des muons qui pourraient faire chier l'expérience, on a une cuve avec dedans 50 000 tonnes d'eau ultra purifiée et tout autour un paquet de détecteurs. Et lorsqu'un neutrino va traverser la flotte, eh ben, il ne va rien se passer. Oui, parce que je l'ai dit, hein, le neutrino interagit quasiment pas avec la matière. Mais comme c'est quasiment pas, ça veut dire qu'il faut que beaucoup de neutrinos traversent pour qu'il se passe un truc une fois de temps en temps. D'où les 50 000 tonnes d'eau. Sinon, on aurait une bassine et basta. Mais donc, lorsqu'un neutrino se décide à interagir, il va interagir avec un nucléon d'un atome d'oxygène, d'une molécule d'eau. Et boum, désintégration bêta. On ne rentre pas dans le détail. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le produit de cette réaction est, entre autres choses, une particule chargée qui se déplace plus vite que la lumière dans l'eau. Juste, je rappelle, hein, rien ne se déplace plus vite que la lumière, c'est une phrase qui n'est pas correcte. Rien ne se déplace plus vite que c, ce qui est environ 300 000 km/s, qui se trouve être la vitesse de la lumière dans le vide. Mais la vitesse de la lumière dans l'eau est plus faible, et donc il est possible pour une particule de se déplacer dans l'eau, toujours moins vite que c, hein, ça c'est la loi, mais plus vite que la lumière dans l'eau. En se déplaçant plus vite que la lumière dans l'eau, se produit un effet qu'on appelle effet Cherenkov, c'est-à-dire l'émission d'une lumière bleue. Dans les réacteurs nucléaires, c'est un phénomène qu'on connaît bien, hein, mais dans une bassine de flotte dans laquelle, normalement, il ne se passe rien, ça arrive très peu. Donc il faut des putains de méga détecteurs amplificateurs sa mère pour capter la petite particule qui émet un petit flash bleu. Et ces détecteurs sont ce qui rend ce lieu absolument magique. Regardez-moi un peu ce truc-là. Et en captant ces flashs, on récupère un paquet d'informations qu'on va ensuite analyser pour comprendre mieux comment ces particules se comportent. D'ailleurs, c'est le Super Kamiokande qui a mis en évidence en 1998 le fait que les neutrinos oscillent. Donc qu'ils ont une masse, ok, super faible, mais pas nulle, ce qu'on avait cru pendant un temps. Voilà. Et donc, un neutrino, selon l'interaction qu'il va avoir avec la matière et qu'il libère un électron, un muon ou un taux, on va se retrouver avec un neutrino électronique, muonique ou tauique. Et vous l'aurez compris, la différence entre les trois, ça va être la masse du neutrino et son espérance de vie. Bon, on a fini les 3 premières colonnes. Ça nous a pris quoi? Une demi-heure? Vite fait comme ça, voilà. En sachant que le boson de Higgs déjà a sa vidéo. Hein. Donc normalement, il ne nous reste que les bosons de jauge. Et bah, go. Un boson, on en a déjà parlé, mais on va le dire un peu mieux ici, c'est une particule de spin entier, ce qui le distingue des fermions.
les 3 premières colonnes du tableau, hein, particules de spin entier donc, et qui respectent la statistique de Bose-Einstein. Et tout de suite, vous captez que le Bose de Bose-Einstein, c'est le Bose qui donne son nom au boson. Voilà. Satyendra-Nath Bose, pour être précis. Et la statistique de Bose-Einstein, est-ce qu'on rentre là-dedans? Oui, bon, allez, ok, mais on va pas se perdre 1000 ans là-dedans, hein, je vous dis, parce que là, ça va commencer à chauffer très vite niveau mathématiques. La statistique de Bose-Einstein, c'est la distribution statistique de bosons sur des états d'énergie d'un système à l'équilibre thermodynamique. C'est clair? Non? Bah, désolé. Donc, les bosons, ok, c'est une famille de particules qui partagent des caractéristiques, mais quoi d'autre? Un boson peut ne pas être une particule élémentaire. Par exemple, les mésons, dont on a parlé plusieurs fois dans cet épisode, ce sont des bosons composites. Mais eux, on ne va pas s'y intéresser. Voilà. On va s'intéresser exclusivement aux bosons élémentaires. Et quand un boson est élémentaire, il va avoir une particularité supplémentaire, celle d'être le véhicule d'une des interactions fondamentales de la physique. Et on les appelle alors des bosons de jauge. Sachant qu'on met de côté immédiatement le boson de Higgs un peu à part, et il a eu son épisode, ainsi que le graviton, censé véhiculer l'interaction de gravitation, mais dont on n'est pas encore sûr qu'il existe. Il reste alors les bosons qui véhiculent l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Alors pour l'électromagnétisme, si on ne l'a pas déjà dit 1000 fois, ben on ne l'a jamais dit, le boson responsable c'est le photon. Pour l'interaction forte, on en a parlé plus tôt, il s'agit du gluon. Et pour l'interaction faible, il y en a 2, enfin 3, mais il y en a 2 où c'est la même case dans le tableau. Enfin bref, vous avez le boson Z0 et le boson W, avec W+, ou W-, donc les deux autres. Voilà. Le photon, bon, bah, masse nulle, hein, électriquement neutre, spin égal à 1, se déplace uniquement et continuellement à la vitesse de la lumière. Et pour ce qui est de sa durée de vie, c'est une information qui est non applicable en fait. Et vu que pour le photon, le temps, c'est une notion qui ne fait pas vraiment sens, et en fait, c'est très difficile de parler de durée de vie d'un tel machin. Non, on dit juste que le photon est stable. Voilà, il est stable. Le gluon, maintenant, masse nulle, électriquement neutre, spin égal à 1, durée de vie stable. On dirait bien que le gluon et le photon, c'est un peu la même chose, non? Alors, qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, c'est un peu subtil, mais en gros, un photon n'a pas de charge électrique, tandis qu'un gluon a des charges électriques qui s'annulent. Par ailleurs, les gluons ont une tendance à s'attirer, que n'ont pas les photons. Les gluons, donc, c'est ce qui va permettre aux quarks de former les baryons et donc les noyaux d'atomes, hein, je rappelle. Ensuite, on a l'interaction faible. Bon, alors, bon, déjà, on a rarement parlé dans le détail de cette interaction faible, alors vite fait, qu'est-ce que c'est? L'interaction faible, c'est celle qui est responsable de la désintégration radioactive des particules subatomiques. C'est l'interaction qui permet aux fermions, les 3 colonnes de gauche, de s'échanger de l'énergie, de la masse ou de la charge électrique, ce qui change leur nature. Oui, l'interaction faible est un cas particulier parmi les interactions. Elle permet de changer un quark en un autre quark, elle peut littéralement changer la saveur d'un quark. Et donc les bosons responsables de ça, déjà, ce sont des bosons avec une masse, ça déjà c'est pas rien. Le boson Z, il est 80 fois plus lourd qu'un proton, le boson W est environ 10% plus léger que le Z. Le boson Z a un point commun avec le photon du fait qu'il est neutre, hein, il est sa propre antiparticule, ce qui n'est pas le cas des bosons W+, et W-, vu qu'ils ne sont pas neutres. Hein. Ouais. Voilà. Cela étant, le W+, est bien l'antiparticule du W-, et vice-versa. Donc ils s'en foutent. Voilà. Et avec ça, je crois qu'on a fait le tour. Conclusion, putain, mais j'en sais rien, moi. Conclusion, t'es marrant, toi. Ah si, tiens, un truc. Voilà. Vous savez, donc dans cet épisode, on a dit plein de fois que tel truc pouvait transformer tel autre truc, réagir avec telle particule, qui émet alors telle autre particule. Bon, ça, il y a des mathématiques très vénères sur le sujet. Mais vous savez ce qui permet, peut-être pas de les comprendre, faut pas déconner, mais ce qui permet peut-être de sentir un peu tous ces phénomènes, voir si, de les comprendre quand on est, on peut quand même, ça permet quand même de les comprendre quand on est un spécialiste du domaine. Les diagrammes de Feynman. Est-ce que vous allez le comprendre, putain, que rien n'émerge du néant? Bon, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné de la chaîne parce que c'est des choses qui arrivent. Hein. Abonnez-vous, tout ça, likez, commentez, faites du breakdance, mangez 5 fruits et légumes par jour. Si jamais vous êtes passé à côté, mon dernier roman, Easy a disparu, est disponible dans toutes les librairies. Pour l'instant, les retours de lecteurs et lectrices sont excellents. Hein. Il faut juste que plus de monde soit au courant que le bouquin existe, donc n'hésitez pas à partager. Hein, voilà. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, restez curieux et n'oubliez jamais de rêver.